La rentrée, ce n'est pas forcément si terrible, mais parfois c'est un peu pénible. Alors pour compenser, et pour vous qui appréciez la perspective de bonnes séries, j'ai dressé la liste de celles qui commencent ou reviennent cet automne, en vous donnant, une fois n'est pas coutume, une note quant à mon niveau d'attente et surtout de confiance. Je vais vous présenter ces séries par ordre chronologique, ce qui vous facilitera les choses pour ne pas rater telle ou telle sortie. Et on commence avec une série qui vient de débuter et qui s'appelle Task. De base, je vous avoue que je me méfie un peu des séries policières, le genre le plus représenté et surexploité, et de loin à la télévision ou sur les plateformes. Néanmoins, Task nous vient de Brad Inglesby, le créateur de la superbe mini-série Mare of Easttown avec Kate Winslet, qui avait réussi à réconcilier temporairement ma compagne avec les séries policières, ce qui est un véritable exploit, je vous le dis. Kate Winslet y était phénoménale, comme toujours, j'ai envie de dire, mais toute la série était chargée de vérité, d'émotion, de suspense, avec des personnages particulièrement crédibles. Avec Task, on semble se diriger dans la même direction, sachant que les deux séries partagent la même diégèse, ou le même univers si vous préférez. On y retrouve en tête d'affiche Mark Ruffalo en policier vieillissant qui sort d'une tragédie familiale, et Tom Pelfrey dans le rôle d'un veuf prêt à sombrer dans le crime pour garantir l'avenir de ses enfants. On ne présente plus vraiment Mark Ruffalo qui est loin de n'être que Bruce Banner, et qui brillait par exemple dans le film Pauvre créature aux côtés d'Emma Stone. Quant à Tom Pelfrey, on se souvient de lui dans les excellentes séries Banshee, Ozark, ou encore dans la moins excellente saison 2 d'Iron Fist, mais toujours dans un rôle convaincant. Task s'annonce comme une série tragique avec cette unité spéciale assemblée pour enquêter sur une série de braquages à domicile des membres d'un gang de motards. La série traite beaucoup de deuil et de peine, peut-être pas la meilleure de la liste si vous voulez vous remonter le moral. Je lui attribue la note de 12 sur 20 en termes de degré de confiance. Je vous précise que la série Task est diffusée sur HBO Max. C'est aussi le cas de Peacemaker saison 2 si vous cherchez une série plus légère avec de l'action et de la bizarrerie. Donc c'est complètement différent, mais c'est aussi en cours de diffusion. Le 17 septembre sortira sur Prime Video Gen V saison 2, la série spin-off de The Boys, qui suit des étudiants de l'université de Godolphin, utilisés par Vought Industries pour des projets plus inquiétants et improbables les uns que les autres. Cette saison de Gen V fera forcément le lien entre les saisons 4 et 5 de The Boys, comme le démontre la bande-annonce qui introduit directement Starlight, venue rencontrer Marie, tout en restant une série à part entière avec sa propre histoire et ses enjeux narratifs spécifiques. Une saison 2 qui a dû faire face à la tragique disparition de Chance Perdromo qui interprétait André. La disparition de l'acteur a été incluse dans la scénarisation de la saison avec la mort du personnage. Comme souvent sur Prime Video, on aura les 3 premiers épisodes d'un coup et ensuite un par semaine. J'avais trouvé la première saison divertissante, sans être inoubliable pour autant. On retrouve l'esprit de The Boys bien sûr avec des thèmes et des scènes très crus, que ce soit en termes de violence ou de sexe, mais derrière on a une intrigue relativement développée. Pour juger de Gen V saison 2, je pense que le plus facile c'est de s'appuyer sur la première, et je lui attribue la note de 13 sur 20 pour son aspect divertissant presque garanti, sans aller plus haut car je ne m'attends pas non plus à une série véritablement marquante. Si vous préférez quelque chose de plus adulte et terre à terre, orientez-vous peut-être vers Black Rabbit, une mini-série Netflix qui sort le 18 septembre. Quand une série réunit les excellents Jason Bateman et Jude Law, difficile de ne pas y regarder de plus près. Il joue des frères, le premier, un joueur qui a cumulé une sacrée dette auprès de gens très dangereux, tandis que le second vient d'ouvrir un restaurant très chic à New York. Une idée simple, mais la promesse de voir la situation dégénérer, de se demander ce que les frangins vont imaginer pour s'en sortir, et de profiter du talent de 2 acteurs dans un ping-pong a priori prometteur. Néanmoins, je dois dire que certaines critiques américaines de sites qui ont accès aux séries en avance ont un peu refroidi mon enthousiasme initial, malgré ce casting de rêve, donc ma note de confiance baisse à 9 sur 20, ouais, c'est pas terrible, en espérant que ces critiques ne correspondent pas à mon propre ressenti quand j'aurai les épisodes sous les yeux. Ne vous inquiétez pas, on remonte dans les cotes avec The Lowdown, une série noire mais drôle qui sort sur Disney+ le 23 septembre avec Ethan Hawke dans le rôle principal d'un journaliste indépendant qui a un don exceptionnel pour se mettre dans les ennuis alors qu'il suit la piste d'une conspiration et d'un potentiel meurtre dans sa ville. Les critiques évoquent une ambiance digne des films des frères Coen, sacré compliment, avec une distribution à la hauteur puisqu'on peut notamment compter sur Kyle MacLachlan ou encore Tim Blake Nelson. Et puis surtout, la bande-annonce m'a donné nettement plus envie que le résumé de l'intrigue, ce qui est généralement bon signe. On sent de l'énergie, des rebondissements et une autodérision qu'on ne trouvera pas dans les projets se prenant plus au sérieux par définition. Une sorte de roman noir semi-parodique qui s'appuie beaucoup sur un personnage principal juste assez insupportable pour qu'il reste sympathique aux yeux des téléspectateurs en tant que loser tenace.
je donne à The Lowdown la note de confiance de 15 sur 20. Autre possibilité qui sort le 17 septembre sur Apple TV+, la saison 4 de The Morning Show, mais je n'en dis pas plus car je n'ai malheureusement pas vu les premières saisons de cette série sur le monde d'une émission de télé matinale aux États-Unis. J'en reviens à ma liste avec la série Wayward qui arrive le 25 septembre sur Netflix, une institution qui accueille les adolescents agités en plein milieu de la forêt, avec Toni Collette dans le rôle de la directrice de ce qui ressemble pas mal à une secte et une prison à la fois. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bon, vraiment. Cette mini-série en 8 épisodes pourrait donner une impression de déjà vu, car les centres qui maltraitent de jeunes pensionnaires, on en voit assez régulièrement en fiction. J'ignore si une part de surnaturel se cache ici, même si, a priori, je ne pense pas que ce soit le cas. La bande-annonce évoque 18 enfants disparus, ce qui laisse au minimum planer la suspicion de thérapie qui dérape en meurtre ou autres horreurs du genre. Si on avait eu une autre actrice que Toni Collette, j'avoue que j'aurais été plus sceptique, mais de fait, mon indice de confiance est à 12 sur 20, sachant qu'aucune critique américaine n'est encore disponible. C'est le 26 septembre qu'arriveront les 2 premiers épisodes de la mini-série The Savant sur Apple TV+, avec Jessica Chastain dans le rôle d'une enquêtrice dont la mission consiste à infiltrer essentiellement en ligne les groupes d'Américains extrémistes qui s'apprêtent à commettre des attentats sur leur propre sol. Le sol américain, hein, pas le sol de leur cuisine par exemple. La présence de Jessica Chastain ne fait que confirmer ce qu'on sait depuis des années maintenant, et que les séries précédentes illustrent aussi, à savoir la disparition de la barrière du prestige entre films hollywoodiens et séries à forte ambition. La série est créée par Melissa James Gibson, et quand on regarde les commentaires YouTube sous la bande-annonce en VO, on est déjà effaré par les réactions d'agités de toutes sortes qui ne supportent pas qu'on pointe la violence endémique des États-Unis et les attentats et tueries de masse qui s'y déroulent si souvent. Les commentaires visent cette créatrice en particulier qui a travaillé sur House of Cards ou encore Anatomie d'un scandale. Apparemment des gens à fond dans les théories de conspiration qui estiment qu'absolument tout ce qui vient de l'État fédéral est une tentative de contrôle des gentils Américains qui doivent avoir la liberté de posséder des fusils mitrailleurs. C'est important. Dans le rôle de l'adversaire, on reconnaît Pablo Schreiber vu dans American Gods ou encore la série Halo, qui est la préférée de mon monteur, hein. Il la revoit chaque semaine en priant pour qu'elle reprenne malgré son annulation. Il faut dire qu'il connaît assez mal Halo, le jeu vidéo, mon monteur. Attendez. C'est un 13 sur 20 pour ma note de confiance envers The Savant. Après avoir un petit peu trollé, ça s'est peut-être vu, j'en reviens maintenant à la seule série française de cette sélection, Les Sentinelles, une adaptation de bande dessinée qui explore la possibilité de super soldats durant la Première Guerre mondiale. Étrangement, Canal+ n'a diffusé aucune bande-annonce alors qu'on parle d'un lancement fin septembre, a priori du moins. Les 2 premiers épisodes seront diffusés en clair d'après une annonce récente, mais on ne sait quasiment rien de plus sur ce projet uchronique et rétro-futuriste. Les 2 réalisateurs Thierry Poirot et Édouard Salier n'ont pas encore de série à leur actif, et il est difficile de se faire une idée quant à la qualité de la série pour l'instant. Sauf erreur de ma part, on n'a pas spécialement de grands noms connus dans la distribution. En résumé, je suis intrigué par cette proposition qui peut être aussi prometteuse que potentiellement catastrophique. Faute d'éléments très concrets, je lui donne une note de confiance de 11 sur 20 pour le moment, essentiellement pour le sujet à gros potentiel. On passe à une série plus légère avec Chad Powers qui arrive sur Disney+ le mercredi 1er octobre en France. C'est la série qui prendra la suite de Alien Earth en quelque sorte, en tant que locomotive de la plateforme. C'est l'histoire d'une star de la NFL, la Ligue de football américain, qui bousille sa carrière en étant trop prétentieux et se crée une seconde chance en revenant sous une fausse identité et des prothèses faciales improbables. La star montante Glenn Powell est dans le rôle titre avec Steve Zahn dans le rôle du coach de la nouvelle équipe. Si j'avoue ne rien connaître au football américain, je pense que la série a un certain potentiel, même si je crains qu'elle fonctionne beaucoup mieux aux US que dans le reste du monde, du fait du rapport au football américain bien sûr. Et c'est vrai, on dirait davantage le pitch d'un film que d'une série, mais bon, on a le potentiel de voir le développement d'un personnage qui doit passer de talentueux et prétentieux à talentueux et sympa. Bon, ok, dit comme ça, ce n'est pas grand-chose, mais on sait combien il est difficile de changer véritablement. Quoi qu'il en soit, entre cette série et le remake de The Running Man, vous n'avez pas fini de voir la tête de cet acteur. Je donne une note de confiance de 12 sur 20 pour Chad Powers. Je suis sûr qu'il y aura de bonnes scènes, mais elle devra prouver sa capacité à ne pas user trop vite son concept. On change un petit peu d'ambiance avec Monstre, l'histoire d'Ed Gein qui arrive sur Netflix le 3 octobre. Je vous avoue que je suis mitigé sur cette anthologie Monstre qui parle de véritables criminels et qui a commencé avec Dahmer pour se poursuivre avec les frères Menendez. Mitigé du fait du jeu sur la fascination morbide bien sûr, et sur la question essentielle du respect des victimes. Quoi qu'il en soit, avec Ed Gein interprété par Charlie Hunnam, on vient évoquer une icône du macabre en la personne de l'homme qui a inspiré des fictions comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou encore Le silence des agneaux. C'est tout un programme là. Petite collection personnelle de visages et obsessions maladives pour une mère abusive et nombre de victimes véritables inconnues,
On a ici tout ce qu'il faut pour une étude de cas des plus extrêmes. La bande-annonce laisse deviner une performance de Charlie Hunnam dans la voix et l'attitude. Reste à voir la part d'esbrouf et la pertinence d'ensemble du projet. Une série à ne pas mettre sous tous les yeux, bien sûr, avec une note de confiance de 14 sur 20 pour la qualité d'ensemble perçue, si on met le reste du questionnement de côté. On reste chez les criminels, mais cette fois de fiction avec The Last Frontier, qui sortira le 10 octobre sur Apple TV+. Un avion de transfert pénitentiaire est forcément rempli de criminels hardcore va s'écraser en Alaska, sur un territoire placé sous la responsabilité d'un marshal. Voilà les ingrédients parfaits pour concocter un nanar ou quelque chose de nettement plus viscéral et inquiétant. On retrouve derrière ce projet le créateur de la série The Blacklist. En tête d'affiche, on a Jason Clarke et Dominic Cooper. Je suis curieux, je vous avoue, mais là aussi je manque un peu de concret pour l'instant, et la note de confiance est de 12 sur 20 car l'idée de base me plaît bien, quand même. Il ne manque plus que Nicolas Cage qui fait des pompes en équilibre sur les mains dans sa cellule. Enfin un peu de détente avec ça, bienvenue à Derry, une série d'horreur qui arrivera le 27 octobre sur HBO Max. C'est une préquelle à ça, le film, avec la reprise du rôle du sympathique clown et égoutier par Bill Skarsgård. L'action se déroule ici dans les années 60 et on peut compter sur les tensions raciales pour avoir un rôle dans l'ambiance charmante de Derry, dans le Maine. Pour l'instant, on a une source qui décrit le premier épisode de la série comme le truc le plus effrayant de l'année à la télévision, ce qui est plutôt encourageant, mais bon, je reste prudent car la série est développée par l'équipe qui était derrière les 2 films récents. Et si le premier de ces films était passable, j'ai trouvé le second franchement décevant, donc méfiance de mon point de vue. On sait que la série est prévue en théorie pour 3 saisons, chaque fois avec une histoire complète, puisqu'on passerait de 1962 en saison 1 à 1935 en saison 2 et 1908 en saison 3. Une série sera peut-être plus adaptée qu'un film pour retranscrire l'ambiance de Derry. Ma note de confiance se situe à 13 sur 20 parce que pourquoi pas. A priori, c'est le 30 octobre ou aux alentours que pourrait surgir The Witcher saison 4 sur Netflix, même si cette date n'est pas encore officielle. Alors oui, bien évidemment, on va voir une vague de rejet du fait du départ de Henry Cavill, remplacé par Liam Hemsworth, et surtout parce que les 2 précédentes saisons étaient d'une qualité discutable. Pour ma part, je regarderai par curiosité et en tant que fan de fantasy, bien évidemment. Contrairement à certains qui feront du hate-watching, j'espère que le début sera assez convaincant pour permettre à la série de se relancer, même si les probabilités me semblent relativement faibles. Mais bon, si la série arrive bien fin octobre avec peut-être même l'intégralité de ces 8 épisodes en une seule fois, on ne devrait plus tarder du tout à avoir une bande-annonce. La promotion tardive peut être un signe inquiétant, mais bon, qui sait, on pourrait avoir une bonne surprise. Indice de confiance de 10 sur 20. Ma série la plus attendue dans cette liste, la voici, Pluribus, le 7 novembre sur Apple TV+, puisqu'il s'agit de la nouvelle création de Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, dont on retrouve l'actrice Rhea Seehorn pour le rôle principal. 9 épisodes pour nous faire découvrir un monde confronté à un virus qui rend tout le monde heureux et aimable, un fléau contre lequel une seule femme semble immunisée, une autrice à l'esprit caustique et à la vision du monde plutôt pessimiste, qui se résout à devenir le dernier rempart de l'humanité contre le danger d'un sourire permanent. Les 2 premiers épisodes sortiront le 7 novembre et ma note monte à un bon 18 sur 20 étant donné le passif de Gilligan, la plateforme qui a dû le laisser totalement libre, et la crise principale, sans oublier un sujet des plus intrigants. C'est le 19 novembre qu'arrivera la série d'animation The Mighty Nine, adaptation de l'autre campagne majeure de Critical Role, après la légende de Vox Machina, des personnages hauts en couleur doublés par d'excellents comédiens qui les ont incarnés longtemps, de la fantaisie délurée et des points d'expérience à gogo. Voilà ce qui nous attend sans aucun doute possible. Préparez vos composants matériels, vos dons et vos capacités de sous-classe pour suivre en demi-orc occultiste, une moniale, des tieflins, un magicien encore, une gobeline roublarde qui cache un secret, forcément. Mon indice de confiance est ici de 14 sur 20, on sait plus ou moins dans quoi on s'embarque a priori. J'en viens à un gros morceau maintenant, la première partie de Stranger Things saison 5, le 26 novembre sur Netflix, bien sûr. Automne 1987, alors que le groupe recherche Vecna, le méchant de saison 4, rappelez-vous, et que la ville de Hawkins a été mise sous contrôle militaire, Eleven est à nouveau forcé de se cacher, et l'anniversaire de la disparition de Will approche, apportant son lot d'inquiétudes. On sait que cette dernière saison comptera 8 épisodes, mais chacun aura la durée d'un film, ouais, carrément. Les 4 premiers sortent donc le 26 novembre, les 3 suivants le 25 décembre, et le final le 31 décembre, des dates parfaites pour permettre aux gens comme moi de les couvrir dans les meilleures conditions possibles, bien entendu. On dira ce qu'on voudra sur le laps de temps qui s'est écoulé entre les saisons, un phénomène que j'évoquais dans une vidéo récente sur les grandes séries en danger, mais il n'y a absolument aucun doute quant au fait que cette saison 5 et ultime sera un énorme succès mondial. Et oui, Stranger Things est tout simplement trop connu, et les dates vont se prêter à merveille à des visionnages en famille, et je suis curieux de voir comment tout cela se termine,
et qui va mourir notamment. Une note de confiance de 16 sur 20, je pense que le divertissement sera au rendez-vous. Reste à voir si la série aura la capacité à proposer quelque chose de moins inégal que le début de saison 4, où on avait un groupe qui n'avait quasiment aucun intérêt et un autre qui concentrait tous les éléments les plus intéressants. Je termine enfin avec Fallout saison 2 qui arrivera sur Prime Video le 17 décembre, voilà une bien belle perspective et un délai de production des plus raisonnables entre la première et la deuxième saison de cette adaptation réussie. La perspective de l'exploration de New Vegas ainsi que des origines de la fin du monde qui n'en finit pas laisse présager des moments aussi drôles qu'atroces, voire épiques. La bande-annonce est fort réussie et je n'ai pas le moindre doute quant au fait que je regarderai la saison de bout en bout, j'espère avec autant voire plus de plaisir que la première. Une belle revanche quand même pour Lisa Joy et Jonathan Nolan en tant que producteurs exécutifs après l'annulation de Westworld. Je pense que beaucoup de spectateurs ont hâte de renouer avec l'une des excellentes surprises du printemps 2024. En outre, on sait déjà que la série a été renouvelée pour une 3e saison, ce qui pourrait permettre de conserver ce rythme d'1 an et demi entre 2 saisons, ce qui n'est pas énorme en comparaison de productions de niveau similaire. Enfin, j'avoue que trouver Justin Theroux dans le rôle de Robert House est une vision des plus agréables, l'occasion de souligner que si vous n'avez toujours pas vu la série The Leftovers, il faut foncer le faire immédiatement. Mon niveau de confiance pour Fallout saison 2 monte à 17 sur 20. Sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% avec un code sur les montres et les bijoux Holzkern. Ce sont des montres vraiment jolies et originales, chacune des pièces un peu uniques du fait de l'usage de matériaux naturels comme le bois et la pierre dans leur design. Et si je vous en reparle rapidement ici, c'est parce que vous n'êtes pas très nombreux à voir ma vidéo sur les meilleurs méchants de fantasy, ce qui me fait un peu mal au cœur pour un genre que j'aime autant et des personnages aussi fascinants, mais bon, c'est comme ça. Vous trouverez le lien en description vers Holzkern bien sûr, ainsi que le code de réduction PopColskern. Je n'ai pas parlé de Wonder Man, c'est vrai, dont on ignore la date de sortie, une série Marvel bien sûr, hein. Donc je ne doute pas que vous aurez d'autres séries arrivant prochainement à évoquer en commentaire, quoi qu'il en soit. Et je vous rappelle qu'on a 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, sachant qu'on revient sur Alien Earth ce mercredi. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!